Bonsoir chez vous, Aigle Magazine, votre magazine panafricain, soucieux de mieux vous informer, s'est approché de messieurs Honoré Saï, ministre de l'énergie et de l'hydraulique de la République du Congo, pour en savoir plus sur le rôle et l'apport de son secteur dans le développement de la communauté. Suivez. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, en prélude à la 21e session ordinaire de la conférence sur le travail et le gouvernement de la CEAC, les ministres en charge de l'énergie des États membres de la CEAC se sont réunis en vue de valider les projets de texte relatifs à la mise en place et l'opérationnalisation de la Commission régionale de régulation de l'électricité de la centrale OREAC en avril. Avant de nous parler des missions assignées à cette nouvelle structure, pourriez-vous faire l'état des lieux de la politique et de la couverture nationale de l'électricité au Brazzaville? Bon, écoutez, le sommet n'a pas porté exclusivement sur cette question telle que vous l'avez indiqué. Il s'agit éventuellement d'examiner des questions de défense, de sécurité et de sécurité. C'était le premier comité technique spécialisé. Le second a porté sur l'environnement, les ressources naturelles, l'agriculture et le développement rural. Bien entendu, le troisième a été celui qui portait sur l'électricité et le quatrième sur les finances. Alors, au cours de cette réunion, ou de ces travaux jusque-là préparatifs, en attendant le sommet des chefs d'État, nous avons examiné deux points essentiels, notamment le projet de décision portant création de la Commission régionale de régulation de l'électricité de l'Afrique centrale, et éventuellement, il fallait accoler à cet organe nouvellement créé un projet de règlement portant attribution et organisation de la COREAC. C'est de ça qu'il est question. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi cela a été fait? Mais simplement parce que depuis que nous travaillons avec le pôle énergétique d'Afrique centrale, il y a au sein de la CEAC, donc de l'Afrique centrale, un marché commun d'électricité. Marché commun d'électricité signifiera aussi qu'il y ait un organe régulateur en mesure de frapper les dérapages qui relèveraient naturellement des intérêts d'État. C'est quand même 11 États que l'on devait mettre ensemble pour parler des questions de régulation de l'électricité. Il faut naturellement qu'il y ait un organe regardant qui devra veiller sur les intérêts des États et aussi sur les intérêts de la communauté. C'est de cela qu'il a été principalement question au cours de ce comité dit technique spécialisé. Vous m'avez posé la question sur l'électricité dans mon pays. Eh bien, nous avons à ce jour deux sources de production énergétique. Il y a de l'électricité que nous tirons naturellement de la production hydroélectrique, c'est-à-dire à partir des barrages. Et nous avons à ce jour 4 barrages installés. Il y a le barrage de Imbulu, comme vous l'avez dit, il y a le barrage de Mokukulu, il y a le barrage de Liweso et il y en a un qui est en cours de réhabilitation sur le barrage du Djoué. Mais cela représente sensiblement 30% de notre production électrique installée. Et ensuite de cela, nous avons une production énergétique sur la base des centrales à gaz. Notamment, il y en a 2 dans notre pays. Et au moment où je vous parle, il y a la Tchèque. La Tchèque, c'est la centrale énergétique de Côte-Matev qui produit 70% de notre électricité. Il y a une autre qui va entrer en fonctionnement, c'est celle qui résulte de la réhabilitation de l'ex-Ingeno. Et cette réhabilitation a été faite par une société turque, AXA. Et aujourd'hui, elle a une capacité déjà de 25 MW qui peuvent être disponibles. Et nous entendons par faire cela avec la production d'environ 100 MW à partir de la centrale de Ndjemou. Quoi qu'il en soit, et je crois que vous êtes au parfum, les 3 États d'Afrique centrale, notamment le Congo, la République démocratique du Congo et l'Angola, sont en passe de signer, ou ont pratiquement signé, un protocole d'entente énergétique d'Afrique centrale, ce qu'on appelle la boucle d'amitié en électricité. Et nous entendons donc augmenter la capacité de la production électrique pour atteindre plus de 1000 MW, de telle sorte que à ces 1000 MW seront accolés des constructions des lignes de l'ordre de
kV pour faire que le transfert de l'électricité se fasse sans trop de soucis. C'est ce que je peux vous dire à ce jour. Ok, justement, vous évaluez cela à 30% seulement, ça veut dire que la couverture nationale n'est pas encore faite. Alors, qui dit marché dit produit. La production en électricité dans la sous-région est disparate selon que l'on soit dans tel pays ou dans tel autre. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le marché quand on sait qu'on n'a pas encore même satisfait les besoins au niveau national? Non, quand je dis 30%, c'est en production hydroélectrique et 70% en production de l'électricité à partir des turbines à gaz. Donc sur 100%, il y a cette répartition. Mais en termes de valeur installée, aujourd'hui, nous avons près de 670 MW de disponibles. Le problème, c'est qu'il faille aujourd'hui réhabiliter tout le système de transport, notamment la ligne de transport que nous avions à l'époque. Elle date déjà des années 70. Elle ne peut pas transporter tout le flux d'électricité que nous avons en production à Pointe-Noire. Il faut donc nécessairement qu'il y ait réhabilitation de cette ligne et construction de la nouvelle ligne dont je parle, la ligne de 400 kV. Et éventuellement, on a une autre ligne en projet, et ce sera même développé par le groupe AXA, qui partirait de Pointe-Noire vers le Camila d'une puissance d'environ 400 kV en termes de transport. Donc, ce que l'on retient à ce jour, c'est que l'énergie est là, mais n'est pas encore totalement disponible en raison de toutes les fluctuations ou de tous les aléas dont je vous parle. Ce qui justifie les pénuries et les coupures intempestives? Écoutez, les coupures intempestives ont pour raison principale aujourd'hui le problème d'interconnexion. Depuis que nous sommes arrivés à la tête de ce département, je crois que cela va de mieux en mieux, parce que nous avons la gestion du système dit de délestage. Le délestage abordé ici à deux niveaux. Délestage simplement parce qu'il s'agissait de gérer le flux d'électricité disponible, mais délestage également parce qu'en connexion avec la République démocratique du Congo, de temps à autre, nous subissons des blackouts. Et ça, ce sont des phénomènes imprévisibles, ou bien encore que nous sommes en termes de transport d'électricité dans la zone où le taux de foudre est assez élevé. Quand la saison de pluie est là, effectivement, nous connaissons des perturbations de telle nature que nous ayons pas toujours de l'électricité quand nous la voulons à cause de ces aléas climatiques et naturels. Mais je peux vous rassurer que déjà à Pointe-Noire, nous sommes déjà à 99% presque de fourniture imperturbable d'électricité. À Brazzaville, nous avons amorcé le même phénomène et au plus tard octobre 2022, eh bien, toute la stabilité sera faite en ces lieux. Et heureusement, ça ne touche que les villes aujourd'hui. Oui, si vous m'interrogez sur cette question, nous avons au Congo deux politiques. Il y a la politique de l'électricité dans des grands centres urbains, c'est ce que gère la Société nationale EKRC, mais nous avons également, pour le cas de la ruralité, l'agence d'électrification rurale qui va se transformer en agence d'électricité rurale. Et c'est peut-être en ce moment-ci le parrain pauvre de la politique énergétique, mais depuis lors, nous travaillons avec des organes. Je n'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs. Toujours est-il que, dans un proche avenir, nous allons acquérir beaucoup de conteneurs ou des usines conteneurisées qui nous permettront de travailler beaucoup plus en campagne. Bien entendu aussi, il faudra dire qu'il y a quelques sociétés qui viennent de développer chez nous de l'énergie à partir du solaire, et il y en a d'autres qui s'inscrivent dans la perspective de produire de l'électricité à partir des biomasses. Donc qu'on se rassure. Bon, l'état des lieux, c'est ce que vous décriez, mais le futur n'est pas celui-là. Alors parlons maintenant un peu des interconnexions. Vous avez parlé de trois pays qui sont déjà pratiquement en train de le faire. Est-ce que au niveau régional, l'idée est son chemin? Oui, notamment je vous ai parlé du pool énergétique d'Afrique centrale qui travaille énormément sur ces questions. Je peux vous citer l'organe spécialisé de la CAC. Voilà. Et à ce jour, je peux vous dire que nous avons en construction le barrage de Cholet. C'est une coopération avec la République camerounaise. C'est déjà voir qu'il y aura potentiellement une connexion avec cette République. Nous envisageons aujourd'hui aussi travailler avec la République gabonaise qui a déjà, en termes d'interconnexion,
la fourniture d'électricité, quoique suspendue ou interrompue à ce jour à Mbina, par le barrage, comment on l'appelait à l'époque, le barrage gabonais qui donne lieu à Mbina à l'époque où existait Comilog. Il y a que lorsque nous aurons un disponible d'environ 300 MW dans la partie septentrionale du pays, il nous faut apporter cette électricité aussi bien au nord de la République démocratique du Congo qu'en RCA. Donc le potentiel chez nous il est assez énorme. Et lorsque je pourrai répondre aux questions qui portent sur ces potentialités, je vous dirai essentiellement la politique de notre pays. Justement, sur le temps des potentialités, puisque vous en parlez déjà, on a toujours vanté nos potentialités au sein de la sous-région, mais la transformation, on va dire que partir de potentialités pour l'adapter, ça a toujours été un problème difficile. Est-ce que c'est simplement parce que c'est lié au manque de moyens ou c'est un problème de décision politique, de volonté politique? Je ne vois pas qu'il manque de décision politique. C'est peut-être beaucoup plus un problème de moyens. Nous avons ce que j'appelle généralement un gâtisme naturel. Nous avons de quoi. Si vous prenez le camp exclusif du Congo, à ce jour, nous avons répertorié près de 27 000 MW en hydroélectricité exclusivement. 27 000 MW avec des bassins de production aujourd'hui bien sérieux. Des bassins de production qui vont pour la première zone ou pour le premier bassin, il est autour de la région du Kwilu et de la ville de Pointe-Noire. Et ce département, à lui seul, possède 2 sites. Un très mythique, le site de Sunda, dont l'exploitation, en raison du respect de l'écologie, peut nous permettre de fournir 800 MW. Et un autre en aval, le site dit de Kakamweka, avec 700 MW. Par là, comme vous comprenez, il est possible de développer 1500 MW et accoler prioritairement la production de cette énergie au développement industriel de l'environnement, des environs, travailler sur la zone économique spéciale qui va s'y installer, développer les grandes industries, notamment de production des fertilisants et autres dans cette zone. Ensuite, il faudra le relier au circuit national de transport d'électricité. Le deuxième bassin que nous avons à ce jour, c'est le bassin dit du Niari et de l'Alekumu. Nous avons déterminé ce bassin en fonction de la raison, en fonction plutôt de deux éléments principaux, notamment les 2 gisements de fer que nous avons, un à Mayoko, l'autre à Bambaba-Zanaga, de telle sorte que si nous développons le barrage de Mouvala, le barrage de Nyanga, les 3 barrages d'Ibabanga, le barrage de Bikongo, on peut destiner la fourniture de cette électricité au développement des bassins ou des gisements de fer de Mayoko. Il y a ensuite dans l'Alekumu le site dit d'Ampuku, qui est de l'ordre de 180 MW. Celui-là peut être destiné à la production et à l'exploitation des mines de fer de Zanaga, Bambaba. Troisième bassin, c'est le bassin dit de la Bouenza. Et là, il y a déjà un barrage existant, celui qu'on appelle Mokukulu, qui a environ 74 MW de production électrique. C'était dans l'ancienne conception. Quelques encablures après, 300 mètres après, on peut toujours ériger un autre barrage en mesure de produire autant d'électricité, mais bien plus, juste à l'embouchure du fleuve Bouenza avec le Niari, il y a un site qu'on appelle Mukukulu 2, dont la capacité est de l'ordre de 410 MW. Et cette zone ou ce bassin est destiné essentiellement à ce que nous appelons notre zone agricole. Vous savez bien que la Bouenza, avec une certaine partie de l'Alekumu et celle du Niari, constitue la zone par excellence du développement agricole. Et là, on pourra développer l'industrie agricole, tout comme faire la promotion de l'agriculture, mais faire profiter aussi à cette zone l'exploitation des polymétaux de l'Ampassa. Et donc, l'intérêt économique de développer ce bassin est accolé essentiellement à cette disposition naturelle d'exploitation à la fois industrielle, agricole, mais aussi des polymétaux dits de Passa. Vous avez un bassin qui suit, c'est celui du Poul. Vous connaissez le nombre d'affluents
qui viennent de la République du Congo et se jettent sur le fleuve Congo, duquel nous n'avons jusque-là tiré aucun profit. Et donc il est possible de développer le long de la rive droite du fleuve Congo ce que l'on appelle des chéneaux qui peuvent nous produire près de 3000 MW et 6 sites ont déjà été répertoriés à ce sujet. En plein pool, cette fois accolé au plateau, il y a également 2 sites. Il y a sur la rivière Léfini, rivière qui abrite déjà le barrage d'Imboulou avec 120 MW. Il y a le site dit de Kwembali qui peut aussi produire environ 150-160 MW. En plus, il y a le site dit de... Comment on l'appelle site Kwembali, Mwangamapita, donc le site de Mwangamapita, qui lui aussi peut faire 220 MW. Et à cela, on ajoute le site de Lufulakari, 300, ou plutôt, le site de Lufulakari, environ 50 MW. Donc, vous avez sensiblement ça en hydroélectricité. Et lorsqu'on va vers la partie nord du pays, à ce jour, nous avons le barrage de Liwesso qui a 19 MW et celui en construction dont je vous ai parlé en commun avec le Cameroun qui va faire 600 MW à se partager également, donc 300 MW de part et d'autre. Ça, c'est en îlot d'électricité, simplement. Pensez aussi aux énergies renouvelables. Mais c'en est une. L'hydroélectricité est une énergie renouvelable. Je veux parler par exemple de l'énergie solaire, l'énergie éolienne et tout. Mais il faut, pour le moment, on a un trop plein. On a un trop plein de sources énergétiques hydroélectriques. Il faut peut-être laisser à d'autres la latitude de regarder qu'est-ce que les vents peuvent apporter. Mais en matière de soleil, comme vous dites, des photovoltaïques, on a l'ensoleillement sur toute la République certainement, mais à ce jour, 2 zones ont été identifiées, la zone de Ngo et celle d'Ifondo. Ngo, aujourd'hui nous travaillons avec certaines sociétés, il y en a qui veulent s'installer vers Maluku, qui sont de production moyenne de 50 MW, mais quelques sociétés voudraient développer aussi en termes d'énergie solaire quelques potentiels électriques de l'ordre de 100 MW et autres. Bon. On reste un peu circonspect sur ces questions parce qu'il s'agit des technologies dont l'obsolescence est facilement programmée. Et il faut également la formation de beaucoup de personnel pour s'adapter à ce nouveau mode de production électrique. Or, l'hydroélectricité a déjà fait ses preuves dans notre pays et nous mettons beaucoup plus l'accent sur l'hydroélectricité. Sur l'énergie solaire, si c'est toujours possible, on verra bien avec le temps ce que ça pourra donner. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup parlé, mais je n'ai pas entendu un seul instant le barrage de Pilou. Sounda, oui. J'en ai parlé. Sounda à 800 MW et sur le même cours d'eau, on a découvert un site de 700 MW, c'est Kakamweka. Il est très mythique, je veux qu'on en parle. Tout à fait. On en parle depuis les indépendances et jusqu'à ce jour, ça semble ne pas avancer. Mais nous travaillons pour que cela se fasse. Et ce n'est pas la peur de ce mythe-là qui fait qu'on ne puisse pas trop... Non du tout. Le président de la République a mis beaucoup d'accent sur cette question. Et en plus de transporter l'électricité au cours de ce mandat sur environ plus de 1000 km de ligne, nous devons travailler à ce que le barrage de Sounda, très mythique, devienne opérationnel. Nous travaillons dessus et on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Monsieur le ministre, notre émission va bientôt s'achever. Est-ce que, en termes de conclusion, quelles sont les perspectives, aussi bien au plan régional qu'au plan national? Bon, régional, c'est une intégration. Il s'agit de regarder à la fois la conjugaison des intérêts qui peuvent être divergents ou convergents. Les États ont certes une politique convergente, mais à l'intérieur, il faut regarder aussi les politiques sectorielles. Et dans notre pays, nous travaillons. L'essentiel pour nous, c'est qu'il y ait un marché commun. Le problème chez nous, c'est qu'il y ait un régulateur commun. Et les États, par le fait d'apporter chacun sa contribution, pourront faire de telle sorte qu'il y ait une prospérité du marché de l'électricité en Afrique centrale,
Mais quitte à faire que si nous en avons un peu plus, qu'on l'exporte ailleurs, pourquoi pas. Et je crois que ce que devait faire aujourd'hui l'Afrique centrale, c'est profiter de son potentiel. Ici, nous avons l'hydroélectricité, mais le Tchad a par exemple le soleil. Cela aussi est une source d'électricité. Et si nous en avons assez, si nous ne pouvons pas consommer, mais quitte à nous montrer aux autres, parce qu'on se découvre aussi par la qualité et la quantité de ce qu'on met à la disposition de l'humanité. Et comme l'on sait tous que l'électricité est un moteur de développement, et nos pays sont dits pays en voie de développement, je crois que l'électricité, quelle que soit la quantité qu'on aura produire, aura une utilisation suffisante. Remarquez même, nos locomotives sont encore des locomotives à gazoil. Et toutes les difficultés que nous avons à gérer nos immeubles, à gérer les transports ou la fourniture de l'eau, tout ceci dépend effectivement de la capacité d'électricité installée dans nos pays. J'espère pour la communauté et pour les États, en ce qui les concerne, un peu plus de prospérité, un peu plus d'entrain et un peu plus de volonté dans la production d'électricité. Vous êtes optimiste? Mais naturellement, sinon que les présidents n'auraient pu, ou peut-être les premiers ministres n'auraient pas pu créer des ministères en charge de l'énergie. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci.